Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive You. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle interview avec une nouvelle personne. Je vous présente Sandra Lebert-Berson. Bonjour Sandra. Bonjour Priscille. Alors, j'ai souhaité interviewer aujourd'hui Sandra sur un sujet qui me tient à cœur et je trouve qu'on n'en parle malheureusement pas suffisamment. Le thème de l'intervention de Sandra aujourd'hui, c'est le handicap, une richesse. Alors Sandra a travaillé pendant de nombreuses années dans le monde des achats, hein, je vais faire C'est court, ça, c'est ça. voilà. Et puis après de nombreuses années professionnelles, pratiquement 20 ans, elle m'écrit que la maladie s'est invitée dans sa vie et puis, ça a complètement chamboulé sa vie, donc elle va nous expliquer, je ne vais pas expliquer d'avance. Si bien qu'aujourd'hui, ben, après un complètement changement de carrière et d'orientation, Sandra est aujourd'hui autrice, elle est formatrice et elle intervient sur les formations auprès de managers, d'entreprises, d'organisations, sur la sensibilisation au handicap et aussi à la communication interpersonnelle et comment tout ça s'est lié. Alors, Sandra, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Nos premiers échanges ont été extrêmement riches et même si au départ, c'était pas prévu de faire un podcast, je Non. me suis dit, mais ça pourrait être vraiment un sujet extrêmement intéressant. Alors, raconte-nous un petit peu, enfin rapidement, ce qui t'est arrivé et puis aujourd'hui, quelle est ton activité et qu'est-ce que tu proposes comme intervention, comme formation et pourquoi c'est important pour toi? Alors d'abord, merci Priscille, de cette invitation oui, oui, effectivement, c'est une rencontre, où on n'avait pas prévu tout ça et la richesse, ça fait la différence. La richesse de nos échanges a vraiment fait la différence. Alors oui, comme tu le précises, tout à l'heure, ma vie a basculé il y a déjà maintenant, quelques années, un certain nombre d'années. La maladie s'est invitée dans ma vie. Bien sûr, au départ, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc, après un long parcours, de soins, de résilience, parce que pour en arriver à la résilience, il y a déjà beaucoup d'étapes à passer. Il y a des choses qui sont venues à moi comme une évidence, voilà. Alors j'ai pour habitude de dire que je crois que je n'ai pas choisi le métier. Je crois que ce que je fais aujourd'hui, d'une part, c'est juste la continuité de ce que je suis et je crois que en fait, c'est le métier qui est venu à moi co comme une évidence, et une mission. Donc je suis d'abord formatrice, ce qui en de toutes mes actions sur le terrain en ont découlé, le fait d'être autrice et en ont découlé encore, le fait que donc en 2020, j'ai écrit aussi une conférence, donc voilà pourquoi aujourd'hui je me présente comme formatrice, conférencière autrice. Et je suis aussi la fondatrice donc de ma propre société. Donc tout ça, ça s'est pas fait en 3 jours, bien sûr. Hem, le plus important pour moi, c'est, d'aborder le handicap sous un autre regard. D'apporter des éléments objectifs et des éléments, basés sur, une réalité, des faits et d'autres points de vue que ce qu'aujourd'hui, on entend, dans la vraie vie, tout simplement. Quand j'ai commencé ce métier, jamais j'aurais imaginé d'abord de devenir formatrice. Je pensais d'ailleurs que j'étais plus capable de travailler déjà. Donc, comment on fait? Comment je fais? Et dans mon parcours, c'est avéré qu'il y a pour nous tous, il y a toujours un moment où on fait la bonne rencontre au bon moment et avec la bonne personne et il y a quelque chose qui se passe. Je savais au fond de moi que j'avais quelque chose à faire, pour le handicap. Je ne savais pas totalement comment, je ne savais pas quand, mais je savais particulièrement pourquoi. Et puis, après un parcours, de formation d'insertion où moi j'étais, effectivement stagiaire, eh bien,
au bout du compte, on m'a demandé de développer un module qui s'appelle, la sensibilisation et la connaissance des handicaps plus particulièrement, et mon approche, a, fonctionné tout de suite, et de là, il y a tellement eu de très bons résultats que, de par mon expérience professionnelle précédente, on m'a demandé de développer également la communication interpersonnelle, gestion des conflits, gestion des émotions, gestion du stress, parce que tout est quand même, relativement lié, et au fil des années, je me suis rendu compte que l'un n'était pas vraiment détaché de l'autre, et voire même de plus en plus, ça se je le renforce comme ça. C'est ce qui fait vraiment, la différence aujourd'hui, c'est que j'arrive à allier les 2. Et je me suis rendu compte de ça parce que le handicap est toujours abordé d'une façon extrêmement négative, et beaucoup d'erreurs sont faites, et que c'est comme si on était dans 2 mondes différents. D'ailleurs, on me le dit encore aujourd'hui. Certaines personnes me disent: «De toute façon, on ne vit pas dans le même monde». Donc ça peut choquer, mais c'est une réalité encore aujourd'hui, et Mais je me tu dis suis que le handicap est abordé de façon maladroite. Et j'avais envie de dire, moi, quand il est abordé, exactement, parce exactement. que bien souvent et tes formations s'adressent, hein, on en a discuté un peu à des managers, à des professionnels. Dans le monde du travail, moi j'ai fait 30 ans dans le corporate, hein. Honnêtement, j'ai absolument aucun souvenir d'avoir eu une quelconque, sensibilisation au handicap, quel qu'il soit. La seule chose dont je me souviens, et c'était quand même pas il y a si longtemps que j'ai quitté le monde de l'entreprise, c'était il y a 1 an, hein, donc voilà. C'est que régulièrement, on était sollicité par les RH pour déclarer, si on avait, des handicaps, de façon à faire, «baisser» entre guillemets, la petite, facture, ou la petite amende, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de travailleurs en situation de handicap dans les organisations et qu'on nous disait: «N'oubliez pas de vous faire connaître» et cetera et cetera. Mais hormis ça, très honnêtement, je n'ai absolument aucun souvenir de quelque formation que ce soit où, on avait de temps en temps, ces dernières années, un peu des sensibilisations, parce qu'il y avait la journée du handicap là qui est en décembre ou la semaine du handicap qui est en Semaine décembre. européenne de l'emploi pour les personnes en Voilà, situation de handicap. et donc on avait quelques affiches, quelques petites choses comme ça. Moi, j'avais eu l'occasion dans une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé, d'intervenir comme, dans il y avait une fondation et on sélectionnait des dossiers pour offrir des subventions, hein, qui tournaient effectivement autour d'associations ou d'entreprises qui avaient des projets, qui étaient liés, au handicap. Mais alors à part ça, on est quand même particulièrement, enfin moi je me suis trouvée particulièrement sans information, ne pas savoir quoi, gérer, comment ça se passait, et j'ai probablement fait des grosses bourdes, dans dans ma vie parce que, voilà, et puis on en avait un petit peu parlé toutes les 2. On a souvent l'idée, du handicap qui est, alors je ne veux pas du tout être réductrice, hein, mais, en fauteuil roulant, ou malvoyant, mais sorti de là, On ne voilà, sait pas. on ne sait pas. Alors, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, handicap, le handicap, une richesse. Parce qu'effectivement, quand on dit le handicap, une richesse, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi? Le handicap, je le teste, je pense, toutes les semaines. Si je suis amenée à présenter mon activité, si je suis amenée à être sur le terrain, si je suis amenée à être une réunion, si je suis amenée à un rendez-vous avec un client potentiel, si je pose la question: «Qu'est-ce que représente pour vous le handicap?» ou si on vous dit le mot handicap, à quoi vous pensez? Systématiquement, allez, je vais être gentille, je vais dire que dans 98 des cas, je le teste encore aujourd'hui, on me répond fauteuil roulant, ou on me répond problème. Alors non pas qu'il faille négliger que le fauteuil roulant existe et que, ça fait partie effectivement des personnes, en situation de handicap à mobilité réduite, mais c'est tellement pas ça, mais c'est tellement pas que ça, mais tellement, mais tellement. Alors, je rejoins, ce que tu dis, c'est que
Aujourd'hui, dans les entreprises, on n'en parle pas, on reste sur des fiches pratico-pratiques ou des affiches. Alors évidemment, moi, ça, c'est complètement banni. C'est absolument pas comme ça que je travaille. Je travaille dans, heu, déjà dans ce qu'on appelle une pédagogie inversée. C'est-à-dire ce sont les personnes que j'accompagne qui sont actrices de leur formation. Moi, je suis juste là pour appuyer, sur un bouton et être facilitatrice et transmettre des outils. J'éveille les consciences et j'apporte les éléments qui vont prouver que finalement, on se pose des problèmes là où il y en a pas. Si, ça fait 40 ans qu'il y a de la sensibilisation handicap par les grandes organisations qu'on connaît, entre autres, tu viens de le citer par rapport à «l'amende» entre guillemets, donc par d'autres institutions, mais on est toujours sur le même format. C'est-à-dire, on fait la sensibilisation par la fiche pratico-pratique. Vous avez tel handicap, ça se passe comme ça. Vous avez tel handicap, ça se passe comme ça. Vous avez tel handicap, ça se passe comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Alors, mon expérience personnelle m'aide, mais c'est pas de ça aujourd'hui dont je me sers. D'abord, je le mets rarement en avant. Je ne le cache pas non plus, bien évidemment. Ça fait partie de qui je suis. Mais, je sais que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et les professionnels, les entreprises sont confrontés à ça, d'autant plus que, comme tu le précisais tout à l'heure, quand on demande une fois par an, «Dites-nous, le nombre de personnes que vous avez en situation de handicap», mais il y en a plein qui ne le disent pas. Et pour cause, Oh, mmh. et pour cause. Moi, je rencontre encore des managers aujourd'hui qui ne savent même pas ce que veut dire RQTH. Déjà, moi, tous ces symboles, effectivement, très particuliers, mais quand un manager ne sait pas ce que c'est qu'une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, je suis inquiète. Et puis, il n'y a pas que les entreprises à former. On est tous concernés, on est tous citoyens, on est tous susceptibles demain d'être un aidant si on n'a aucune connaissance de ce qu'est le handicap. On est soi-même en situation de handicap. D'ailleurs, on commence à venir me chercher de plus en plus sur, justement la sensibilisation aussi pour accompagner les aidants. Il y a une entre j'ai 2 exemples précis là que je vais citer. Il y a une entreprise dernièrement, qui a fait appel pour apporter pour permettre à son personnel d'avoir la possibilité de libérer la parole. Le thème par rapport aux aidants, parce que ce sont des personnes qui ont un emploi dans la société et qui, à côté, sont aidants familiaux. Pour un bon nombre d'entre eux, il y a des mesures qui ont été prises dans l'encadrement de l'entreprise pour leur permettre un aménagement, de temps de travail, d'autant plus depuis 2 ans où il y a aussi du télétravail et cetera. Mais ça pose des problèmes dans les équipes. Donc on m'a demandé, d'intervenir 1 heure. 1 heure pour libérer les paroles pour ceux qui donc sont concernés et pour que ceux qui ne sont pas concernés, ça leur permette de comprendre. Eh bien, j'ai refusé parce qu'en 1 heure, c'est ou on fait quelque chose ou on ne le fait pas. Mais en 1 heure, c'est impossible. Moi, je vais mettre le doigt sur un truc où je sais ce qui va se passer derrière parce que je sais que les gens ont un tel besoin de parler. Sans compter tous ceux qui d'un seul coup vont se dévoiler. Et puis j'ai un autre cas de figure où dernièrement on m'a demandé conseil par rapport à une entreprise de 200 salariés, où il y a un monsieur qui, suite à un accident de travail, a eu une main coupée. Il a repris le travail. Alors ça, c'est ce que, la personne, responsable des ressources humaines, dit aujourd'hui, c'est qu'il ne souhaite pas parler de son handicap. Donc ça pose problème à la responsable des ressources humaines parce qu'elle souhaiterait aborder les choses, mais du coup, elle ne sait pas comment faire. Elle a peur de le blesser. Donc moi, quand on me dit: «Mais, comment vous pouvez faire pour aborder les choses, Sandra?» Mais je dis: «Beh, avec simplicité.
le monsieur, il a 2 possibilités. Soit il a vraiment pas envie d'en parler parce que lui, il sait ce qu'il a à faire avec tout ça, soit simplement parce que l'entreprise n'a pas suffisamment d'ouverture pour lui permettre d'en parler et qu'il ne souhaite pas que le regard change sur lui, alors que déjà il le vit au quotidien, inévitablement. Donc arrêtons de nous poser des problèmes là où il y en a pas. Le handicap, plus il sera abordé avec simplicité, avec réalité, plus les gens sauront de quoi on parle. Parce que la base, elle est là. Quand on parle du handicap, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi il s'agit. On va être systématiquement dans un contexte ultra réducteur. Et c'est accentué depuis quelque temps par tous les aspects. Alors en plus, là, on est en campagne présidentielle. Donc évidemment, c'est toujours à cette période-là, on en parle et on en parle. Mais c'est accentué par l'aspect accessibilité. Il y a une grande, 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 mais énorme majorité des gens qui sont en situation de handicap qui n'ont pas de besoin en accessibilité. Et parfois, on n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour avoir des difficultés en accessibilité. Vous prenez juste une poussette avec un bébé et vous avez déjà des difficultés en accessibilité. Donc le plus important, c'est d'aborder les choses avec simplicité. Comment faire? Bah, ça, c'est pour ça aussi qu'on dit de moi que je suis une formatrice atypique et proactive. C'est parce que je sais systématiquement aller chercher les choses, avec des choses tellement simples, tellement, tellement réalistes. Tu peux nous donner un exemple? Alors je vais pas dévoiler, ma façon dont je travaille, mais, hem, je un cours par exemple, une formation qui va être, spécifique sensibilisation, connaissance des handicaps, je commence par un jeu, mais un jeu qui alors rien à voir avec des escape games, puisque là je vais le dire clairement, je suis scandalisée de ça, voilà, je suis scandalisée de ça. Je ne suis pas la seule. Heu, pour, sous prétexte d'une société inclusive, il y a aussi des choses où c'est, franchement du n'importe quoi. Non, juste un jeu qui va permettre aux gens de comprendre autre chose derrière et encore autre chose derrière et encore autre chose derrière. Voilà. Le truc, c'est que dès le départ, on: «Mais pourquoi tu nous demandes de faire ça?» Alors juste, on est ensemble, on est entre nous, il y a un jeu, on le fait tranquillement et derrière, chacun va dire comment il l'a vécu, quelles émotions sont apparues au cours de ce jeu et qu'est-ce qui fait que ça a été possible? Qu'est-ce qui fait que ça a été possible? Alors qu'au départ, tout le monde pense que c'est impossible. Même chose pour, les personnes qui sont des grands sportifs, et là on va rentrer dans la période des Jeux paralympiques. Comment c'est possible que des personnes en situation de handicap et parfois même, des handicaps visuellement très lourds, ça ne veut pas dire que des handicaps qui ne sont pas visuels ne sont pas très lourds, hein. Mais aux yeux de tout à chacun, mais comment c'est possible? Eh ben et pourtant, il y a des champions olympiques. Voilà. Donc c'est juste ça, par des petites choses toutes simples qu'on va comprendre et après on exprime, on explique. Il y a des choses qui évidemment, il y a une loi, il y a des termes, il y a des choses, mais la base, c'est la bienveillance toujours, mais le mot magique et c'est un des fils conducteurs aussi de la conférence que j'ai écrite, c'est l'écoute, mais pas n'importe laquelle. Alors je sais que tu as déjà fait des podcasts sur l'écoute. Alors moi je travaille toujours par l'écoute empathique, mais pas n'importe laquelle. Il y a 2 cas de figure. Il y a l'écoute empathique, mais il y a l'empathie négative et il y a l'empathie positive et comment on va bien faire la différence et c'est la même chose entre l'aide et l'assistanat. Si on permet si on permet dans une société, dans une entreprise, dans une PME, dans une toute petite structure, si chacun sait de quoi il va parler, on va tout de suite, les choses, elles vont être comprises et la personne va se sentir suffisamment libre pour pouvoir l'exprimer. Voilà.
D'où le fait que je me suis rendu compte que la communication était très importante, parce que j'ai entendu tellement, tellement, tellement de témoignages qui étaient, basés sur quelque chose d'extrêmement réducteur. Et nous-mêmes, quand on est en situation de handicap, ce à quoi on est confronté, comment on fait pour réagir sans être dans le réactionnel? Voilà, c'est ça. Sans rentrer dans le préjugé qu'on est parfois en train de se prendre dans la tête, en disant les mots tels qu'ils sont, ou les maladresses. Alors il y a une différence entre les préjugés et les maladresses, hein, une grosse, grosse différence. Mais des maladresses, on en a tous fait, j'en ai fait, hein, aussi, avant de que ma vie bascule, j'ai pris conscience aussi d'un tas de choses et c'est cette écoute empathique qui va faire la différence. Et là, les gens, ils ne cacheront plus qu'ils sont en situation de handicap ou n'auront plus peur de mettre en place un dossier, parce qu'il y a aussi ça. Il y a des personnes qui ont peur de mettre en place un dossier. Pourquoi ils ont peur? Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, Ouais, c'est tout ça qu'on va chercher à ouais, comprendre. c'est clair. Pour être un tout petit peu plus, concret, parce que tout à l'heure j'explique, enfin, en termes très réducteurs, effectivement, on a souvent, l'image de 1 ou 2 handicaps, hein, qui ont l'air Mmh. d'être un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples alors je sais pas si on appelle ça des maladies, qui sont des handicaps, mais qu'on ne sait même pas que c'en est, en fait? On ne considère pas forcément parce on n'est pas formé, encore une fois, hein, à ce qu'englobe la situation de handicap. Parce qu'on en parle, hein, le mot de la situation de handicap, ça on entend à toutes les sauces, comme tu as dit tout à l'heure. On se focalise sur l'accessibilité, hein, alors que ce soit physique, des sites web, des choses comme ça. Mais comme Mmh. tu l'as dit, le vrai problème d'accessibilité, il est encore une fois très réducteur et il ne concerne peut-être qu'une toute petite partie des personnes qui sont réellement en situation de handicap, parce qu'il y a plein d'autres cas. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu me demandes. Si on reste sur le handicap purement, reconnu administrativement parlant, Mmh, la grande tendance depuis le premier confinement, moi ça fait 7 ans, hein, que je travaille sur tout ça et ça fait 13 ans que je le vis, donc j'ai encore plus de recul. Mais la grande tendance, c'est de parler maintenant du handicap invisible. Voilà. Moi j'avais déjà fait, l'action pour mon livre avant. mmh. Hem, alors effectivement, comment on voit des fiches partout. Alors sur LinkedIn, on en voit partout, 80 des handicaps sont invisibles, 80 des handicaps sont invisibles. J'ai envie de vous dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Si ça, c'est juste si on se base sur ce qu'on appelle le administrativement parlant. Donc oui, il y a un tas de maladies qui rentrent dans les handicaps invisibles, mais pas que. Donc ça peut être des maladies invalidantes, ça peut être, un cancer, peut ne pas se voir parce que dans la tête des gens: «Ah, tu as pas perdu tes cheveux?» Non, aujourd'hui, il y a des traitements qui font qu'on ne perd pas ses cheveux, pas forcément en tout cas. Et puis, tout le monde n'a pas forcément une chimiothérapie, enfin c'est voilà. Il y a toutes les maladies chroniques, il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Il y a tout ce qui est, aussi, dépression, burn-out, donc les entreprises sont de plus en plus confrontées à tout ça. Aujourd'hui, encore plus profondément depuis le premier confinement, les phobies. Là, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal à revenir au travail parce que, renfermées, télétravail obligatoire, qui peut-être finalement ont trouvé simplement leur mode d'organisation, qui va être plus facile pour eux ou alors qui ont effectivement développé des phobies. Mais si on n'est pas préparé à tout ça, on va que voir le côté administrativement parlant des choses. Ouais, Mais moi, je sais que ça va beaucoup plus loin que ça. Le handicap, c'est aussi vous pouvez être confronté et ça toutes les entreprises le sont, le handicap familial, les handicaps sociétaux. Une personne qui est sans emploi, et qui rentre dans un parcours d'insertion-réinsertion va se retrouver, dans le cadre de handicap sociétal. Une personne migrante rentre dans le handicap sociétal. Là, on n'est pas dans du handicap reconnu par la maison départementale des personnes en situation de handicap, mais il n'empêche qu'on est dans une situation de handicap non, invalidante physiquement parlant, mais invalidante dans son quotidien. Voilà. c'est clair. Puis au niveau professionnel ou autre, enfin. Et au niveau Mmh, professionnel. Donc, mmh.
Heu, les aidants, ils peuvent se retrouver dans des situations où effectivement ils ont une telle pression, sur l'aspect familial que, du coup ça peut avoir un impact sur leur travail au quotidien. Comment on fait pour les accompagner? C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve, heu, c'est trop souvent encore le schéma, une personne est en situation de handicap, elle a toujours la double peine quand c'est pas la triple peine. Si je reste sur le administrativement parlant, elle tombe malade, elle va tellement pas être accompagnée, tellement les choses vont pas être prises en considération de la bonne façon. Je dis pas qu'elles ne sont jamais prises en considération. Elles ne sont pas prises en considération de la bonne façon. Pardon. Elle va passer inapte. De l'inaptitude, on va au licenciement. De licenciement, on peut tout perdre, mais on peut partir à la précarité. Et ça, c'est un schéma, mais extrêmement courant. Alors que si les gens étaient formés, si nous tous citoyens, on était formés, il y a des choses qui seraient anticipées ou anticipables, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Ouais. parce que là, on serait dans de la prévention. C'est pour ça que de plus en plus, je le dis, mes interventions, plus tôt elles sont faites, plus on va vers la prévention et plus il y aura du résultat pour l'entreprise. Elle a tout à gagner à sensibiliser tout son personnel. Il ne s'agit pas de sensibiliser, la direction et les managers. Il s'agit de sensibiliser tout le personnel. Et ce que je défends aussi beaucoup, c'est de mettre ensemble les gens. C'est-à-dire on fait pas les formations à la verticale. On fait pas d'abord la direction, ensuite les managers et ensuite, les employés. Non, on fait des groupes où on mélange les gens parce on parle d'abord, on est ensemble avec des personnes. Il y a pas de question de hiérarchie, il y a pas de question de dominant-dominé, sinon on n'est pas en communication. On trouve un équilibre et du coup, chacun peut avoir à un moment donné un espace qui va faire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui va faire que la personne va se libérer. Ouais. Et ça, je n'ai jamais, jamais vécu une journée de formation sans qu'il y ait quelqu'un qui ne finisse pas par dévoiler quelque chose. Voilà. Alors il y a une façon aussi d'appréhender tout ça. Ça c'est mon rôle. Heu, c'est, heu, c'est le respect déjà de la parole de chacun, c'est d'accueillir la parole de chacun, c'est d'accueillir des émotions. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de fou rire. Mais il peut y avoir aussi d'autres émotions et c'est normal, c'est humain. Déjà quand on est sur de la communication, on le sait que ça peut arriver. Moi j'en ai fait tellement, avant d'être formatrice, tellement de cours de communication quand j'étais manager et cetera. Mais, mais aussi dans le cadre du handicap. Si on met toujours en avant frein, incapacité, hem, c'est forcément la personne qui va nous poser des problèmes. On va forcément avoir des arrêts de travail. Non, mais de toute façon, elle est plus capable ou si ah oui, bah, va falloir aménager son bureau. On est systématiquement sur tout ce qui est, négatif, Ouais. négatif, Oui, on voit que le négatif. problème. Handicap égale problème. Voilà. Mmh. Et moi, je vous dis handicap égale richesse. Parce que ce que les personnes sont capables de développer, le courage dont elles font preuve chaque jour, je peux vous dire que juste ouvrons les yeux. Et de toute Ouvrons les façon, yeux. ça rejoint les études qui ont été faites sur la diversité au sens large, hein, et tout ce qui amène de la diversité dans les équipes, même si là, bah, du coup, le handicap tombe tout à fait dans cette diversité, hein, parce qu'on a des équipes entières qui ne connaissent pas ça, entre guillemets, ou en tout cas pensent ne pas le connaître. Ça va apporter de la richesse dans l'équipe, dans les réflexions, dans les échanges entre les personnes, dans la façon d'appréhender les sujets, et cetera, et cetera. Parce qu'effectivement, on va avoir des personnes qui ont des angles de vue différents, qui sortent pas du même moule, la même école, le même truc, le même machin, le même parcours, même si on a quand même des petites subtilités, individuelles et heureusement. Mais c'est ça aussi qui va apporter cette richesse, hein, dans les échanges. Il y a quelques bah, justement lors de la semaine du handicap du mois de décembre, j'avais suivi un webinaire qui était, alors je ne me souviens plus par qui c'était proposé, mais c'était un groupement interministériel qui faisait une étude au niveau de l'impact
du handicap dans les entreprises au niveau européen. Ce n'était pas juste sur la France. Et puis, ils n'avaient pas encore fini leur étude. Elle devrait sortir en mars. Là, je crois d'ailleurs les trucs finaux. Mais en tout cas, dans les premiers résultats qui sortaient de ces enquêtes, alors ils ont interviewé des centaines de managers, des tas d'entreprises un peu partout. Alors, ils espéraient voir des choses chiffrées. Hein. Je pense qu'il faut vraiment sortir de l'état, d'un certain état d'esprit, en tout cas pour imaginer, je sais pas, des trucs chiffrés, d'amélioration de chiffre d'affaires, de productivité, enfin des trucs très, très, très loin de notre sujet, je trouve. Et par contre, ils se sont rendus compte d'un réel apport sur la communication dans les entreprises, sur la communication à l'intérieur des équipes qui avait réussi à libérer, comme tu l'as dit tout à l'heure, la parole autour du handicap parce que conscient qu'il y avait des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et qu'avec ça, ça permettait d'ouvrir la parole, alors non seulement autour du sujet du handicap, mais autour de tous les sujets, en fait. Et Exactement. c'était vraiment un catalyseur pardon, d'expression et c'était le plus grand bénéfice, en tout cas, qu'ils en retrouvaient, sachant que si la communication passe mieux, on a certainement de la productivité derrière qui va s'améliorer, parce que c'est quand même un peu lié. Voilà, et donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément chiffrables en tant que telles, avec des KPI, parce que chiffrer la meilleure communication avec un KPI, c'est pas toujours forcément très facile, surtout si on veut mettre des chiffres ou de l'argent, hein, parce qu'il y a d'autres termes d'indicateurs, mais souvent on prévoit chiffre-argent. Et donc, ça amenait vraiment un bien-être pour tout le monde. Ça travaillait sur le bien-être de toute l'entreprise. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, quand on peut parler, quand on peut échanger. Mais souvent, comme tu dis, on ne sait pas comment trop le faire. Et comme on ne sait pas, bah, on ne On dit fait pas. rien. C'est ça, Voilà. Hein, c'est ça. c'est comme quand on a une personne qui est en deuil autour de soi, on ne sait pas comment s'y C'est prendre, machin, exactement on la a même peur chose. d'être maladroit. C'est ça. Et puis, bah, tant pis. Enfin, moi, c'est mon sentiment. C'est tant pis si je suis maladroite. Voilà, je le dis. Écoute, je sais pas trop comment m'y prendre, mais voilà, j'ai envie de te dire ça. C'est peut-être pas le bon format, mais tant pis. Voilà. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on le sait, au niveau chiffre, un Français sur 6 est en situation de handicap, au niveau chiffre administrativement, reconnu. Mais si, toutes les personnes se faisaient reconnaître réellement, on serait bien plus que ça. Alors moi, j'ai pour habitude de dire, hein, d'ailleurs je le dis à un moment donné dans ma conférence, c'est, «Est-ce que vous croisez 6 fauteuils roulants par jour?» Voilà, moi depuis le temps que je suis sur le terrain, je crois que j'ai formé dans une personne qui était à mobilité réduite, et qui encore dans l'enceinte du bâtiment se déplaçait avec des béquilles, mais arrivait avec, un petit truc à moteur, hem, pour se déplacer, mais qui arrivait ensuite à se déplacer avec des béquilles. Mais c'est très rare, les pourcentages, sont très faibles, et puis, quand le handicap est visible, la reconnaissance est beaucoup plus, rapide. Il y a des étapes pour, le handicap visible qui vont être moins, intrusives pour les personnes qui vivent le handicap. Je dis pas qu'ils n'ont pas le même parcours à faire, ils ont exactement le même parcours à faire. Moi, je suis heureuse quand j'entends et je l'entends, mais si on veut l'entendre, on l'entend. Et je suis la première à le dire. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que je souffre H24 et pour autant je dis merci à ma maladie. Et il y a énormément de personnes qui sont capables de le dire, y compris les personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc oui, 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 ça peut surprendre, mais oui. Et on sait où est-ce qu'on peut apporter les richesses et tout ce qui va faire la différence. J'ai formé aussi beaucoup, beaucoup d'AVS qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans les écoles. Là aussi, j'ai entendu des choses, mais alors que chaque enfant apporte une richesse. La seule chose que je défends toujours, toujours et que je vais mettre en avant toujours, toujours, avant de parler du handicap, vous avez d'abord une personne devant vous. Donc quand il y a des institutions qui vont sur le terrain pour aller, faire des soirées à thème, le sujet étant le handicap, déjà ça ne devrait pas être un sujet, si on y réfléchit bien, ça ne devrait pas être un sujet. Et qui mettent en avant que si les entreprises, elles embauchent des personnes handicapées, parce qu'on ne dit pas personne en situation de handicap, on dit personne handicapée, c'est plus facile,
là aussi, il y a un langage à tenir, il y a des choses importantes à respecter. Eh bien, elles vont avoir des aides financières et elles vont même, pouvoir toucher, mais j'ai toujours cette difficulté et je ne suis pas la seule. Alors moi, j'ai la possibilité aujourd'hui, parce que je suis légitime, de pouvoir le dire haut et fort, mais j'ai toujours cette difficulté à intégrer comment c'est possible qu'on mette en avant que le fait d'embaucher une personne en situation de handicap, ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Mais c'est peut-être la personne en situation de handicap qui va faire gagner de l'argent à l'entreprise, avant même de penser à ça. Parce qu'elles ont des forces insoupçonnées, il suffit juste d'aller mettre le doigt dessus et juste de les repérer, et aussi de les reparer les repérer, pardon, par la communication. Parce que ça fait aussi partie du boulot d'un manager quand il recrute, de repérer certaines choses. Ça aussi, je donne des indices et je donne des éléments qui vont faire qu'on va savoir si la personne, elle est prête ou pas prête, mais ça, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on ne soit pas en situation de handicap, c'est la même chose. Vous pouvez avoir 10 personnes qui se présentent pour un emploi, qui ne sont pas en situation de handicap et qui pour autant ne sont pas aptes, entre guillemets, au poste tel que l'entreprise souhaite recruter la personne. Donc avant de parler du handicap, parlons de la personne. Toujours, toujours, toujours. Et si déjà on remet les choses dans cet ordre-là, on sera dans une bien meilleure reconnaissance et dans une démarche constructive, objective, et là, on répondra à notre responsabilité sociale et sociétale. Voilà, parce que ça, c'est aussi un des impératifs des entreprises aujourd'hui, c'est aussi ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ton livre? Donc une Ah! trace invisible, en quelques minutes, parce qu'on arrive déjà, presque au terme. On Alors parle, on oui, parle. je le montre, rapidement, voilà, Une trace Oui, invisible. Alors il est grand, il fait un format d'une feuille A4, il est épais, il a 104 pages. Ça, c'est quelque chose qui pareil, c'est les rencontres, c'est le bon moment, j'avais dans l'esprit que depuis très longtemps, je souhaitais mettre en avant par un autre format, je ne savais pas lequel au départ, hein. Je souhaitais faire quelque chose pour le handicap invisible et rendre visible le handicap invisible. Voilà, ça c'était mon cheval de bataille, c'était dans mes tripes depuis un moment, et plus j'étais sur le terrain et plus je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Et un soir, à une soirée où je ne devais pas être, où quand les choses, elles doivent se faire, elles se font, il n'y a pas de hasard. On me propose d'aller à une exposition parce qu'il y avait, un ami à des amis qui exposait, son travail de photographe, et donc je me retrouve à l'exposition et là, je découvre le travail donc du coauteur, avec qui nous avons fait ce travail, et et quand j'ai découvert son travail, j'ai été complètement subjuguée, voilà, par son travail. En tout cas, moi, ça me parlait, et j'avais repéré que dans son travail, il allait systématiquement chercher l'invisible du visible et inversement. Et donc il a vu que j'avais eu ce regard, et moi, j'ai eu le tilt de suite. Je me suis dit: «Bah, voilà, c'est par la photo», et l'enchaînement des choses, je vais la faire courte, je travaillais beaucoup, dans le cadre, j'accompagnais beaucoup de publics dans le cadre de l'insertion-réinsertion, au niveau, du Greta, à Cahors, puisque je suis basée à Cahors, mais bon, je peux me promener, et la directrice me dit: «On va avoir un nouveau concept et ça va se faire par atelier», et là, redouble tilt, et je me suis dit: «Eh bien voilà, il y a un truc à faire, pour permettre aux gens de libérer la parole». Parce que je m'étais rendu compte au fil des années que finalement, beaucoup, beaucoup de personnes cachaient, avaient peur, et que mon cours, hem, su sur la connaissance sensibilisation des handicaps, systématiquement libérait quelque chose, et plus je les recevais tôt dans leur parcours de formation qui parfois durait 3 mois, plus je les recevais tôt et plus on avait une cohésion d'équipe qui se mettait en place très, très rapidement. Donc ça, j'avais repéré très, très vite ces éléments-là, et donc j'en parle à la directrice, je lui dis: «Bah, écoute, voilà, il y a quelque chose à faire avec la communication justement, hein, pour mettre en lumière le handicap invisible». Et je lui explique en 2 mots ce que j'avais à peu près dans la tête, et elle me dit: «Bah, vas-y, je veux d'abord rencontrer le photographe avec qui tu veux travailler, et si ça me convient», donc ça a matché, elle nous a demandé d'écrire une ingénierie pédagogique, on a tout construit, on a tout inventé, et en fait, on a allié
la communication, le handicap et le langage visuel. Parce que ça permettait à chacun de s'exprimer autrement, heu, pour parler de leurs mots MAUX uniquement qu'à travers les mots MOTS. Il y a aussi la photo, il y a des légendes, il y a des subtilités et on a écrit notre ingénierie de manière à ce que ça soit alors absolument pas intrusif déjà, hein. Évidemment, on ne vient pas devant les gens en disant: «Eh, racontez-nous de votre vie et dites-nous, ce qui est votre handicap». Non, bien évidemment, c'est pas comme ça et puis, ça devait être une expo justement pour la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y avait niveau budgétaire, ça n'a pas pu boucler et donc nous, on s'est dit: «Bah, c'est pas grave, on va sortir un livre». Et donc on a fait une action participative. Notre seul objectif dans un premier temps était d'offrir le livre à tous les participants du livre et bien sûr à tous nos donateurs. Et quand on a, remis le livre, il a tellement, été au-delà de ce qu'on imaginait. Même moi, hein, je réalisais pas, qu'on avait fait tout ça quand même, hein. Parce que même nous, on était bluffés de ce qu'ils nous ont offert. Mais vraiment, ils nous ont fait des cadeaux, incroyables et au fil du temps, ils tous les participants du livre nous ont demandé de devenir les ambassadeurs dans la France entière. Parce que ça leur avait apporté, c'était tellement énorme, qu'ils souhaitaient que ça aille plus loin. Donc OK, j'ai donc comme l'année dernière, j'ai dû changer de statut pour mon entreprise, j'ai réinvesti dans la réédition du livre. Il a donc été réédité en juin, 2021 et là, je commence à parcourir, quelques endroits en France où je le présente. Le 5 mars prochain, je serai à Angers. J'ai appris d'ailleurs que je devais être interviewée par la télévision, d'Angers, la veille, je crois. Hem et il est en train de faire son chemin. Donc il surprend beaucoup. Il est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de pureté, il y a de la poésie. Il y a, il y a il y a que tout le monde se retrouve dans le livre. C'est systématiquement ce qu'on nous Et dit. on peut l'acheter en librairie ou sur un Alors, site non, internet ou je comment suis est-ce qu'on auto peut le sur mon site internet, il est OK. possible, voilà. Vous pouvez le commander, oui, sur mon site internet. Il est pas en librairie, tout simplement parce que je suis auto-éditeur et que j'ai déposé ma marque, j'ai créé Andecom Édition Mmh. de par Andecom Formation et là, on commence à me le demander maintenant pour qu'il soit référencé dans les centres de ressources. Mmh mh. Il a été référencé, par exemple, à l'Université catholique de l'Ouest, à la bibliothèque, pour les étudiants. Il y a 2 CCI là qui viennent de me le demander pour qu'il soit mis, en évidence dans leur centre de ressources et il surprend beaucoup, voilà. Mmh mh. Et je vais juste lire une petite phrase, qui était une citation de Joseph Chovanec. Joseph Chovanec est un philosophe, heu, atteint du spectre de trouble autistique, qui est connu, voilà, qui est plein d'humour, qui est extraordinaire et qui disait la chose suivante. Alors je l'ai entendu le dire au cours d'une interview télévision et j'ai attrapé la phrase parce que ça m'a tellement parlé. «Il est possible que la véritable mission des personnes handicapées puisse être d'apporter une forme de bien-être aux gens qui souffrent des troubles de la normalité». C'est pas mal. Voilà et Oui. ça m'a inspirée, alors ce programme de formation, effectivement, c'est un programme très, très spécifique parce que là, on travaille à 2 en alternance Mmh. tout le temps. C'est le seul programme, en fait, que j'ai et que je propose dans mes programmes qui est vraiment un programme clé en main. C'est-à-dire, c'est 2 journées à 15 jours d'intervalle où on est 2 où on alterne toute la journée. Tous mes autres programmes, parce que parfois on me dit ça, on me dit: «Ouais, il y a pas tes programmes sur ton site internet». Non et vous ne les trouverez pas et pour cause, parce que je réponds toujours aux besoins et à la demande de chaque client et je sais s'il y a besoin de communication, je vais savoir ce qu'il faut proposer. Le minimum, c'est une journée, hein, parce que sans ça, on n'avance pas, mais en tout cas pas bien, mais voilà, si on fait quelque chose, on le fait et on le fait, de façon intelligente, mais on le fait ensemble. C'est toujours un travail, d'équipe avec, ou les entreprises ou les centres de formation, les organismes de formation ou voilà. Très Et là, bien. je suis en train de alors je croise les doigts, j'espère, c'est bien parti en tout cas. Je cherchais un mécène pour pouvoir sortir une exposition de ce livre. Parce que je souhaiterais que ça aille jusque dans les universités, dans les lycées professionnels, dans les lycées, pour sensibiliser les plus jeunes parce que ce sont,
dans les lycées professionnels, les futurs managers, les futurs employeurs de demain, les futurs patrons de demain, dans les universités, idem. Et donc là, je cherche à trouver les fonds et pour l'instant, j'ai une piste qui est en train de se bon, qui prend bonne forme. Je ne Écoute, je te souhaite plein de succès, en tout cas, pour Merci. que tu puisses, bah, nous aider, hein, à nous aider à nous ouvrir un peu nos chakras et puis à sortir un peu des clichés qu'on peut avoir ou, en tout cas du manque d'informations, hein, qu'on peut avoir aussi parce que c'est pas forcément, facile toujours de trouver les informations quand on les cherche. Alors il y en Hem, a, mais c'est toujours sous la forme de fiches pratico-pratiques et c'est du tout fait. L'information, si vraiment on la veut, on va la trouver, mais ça va toujours rester sur quelque chose toujours quelque chose d'assez réducteur ou ah beh, complètement. fait, Mmh, voilà. mmh. Ça va Je suis toujours d'accord avec rester toi. là-dessus. Mmh. Et puis alors après, les personnes qui ne se sentent pas concernées, bah, vont pas aller chercher l'information. C'est pour ça que je sais aujourd'hui et je le sais parce que je le vis sur le terrain, c'est que ça passe par la formation aujourd'hui. On peut plus dire aujourd'hui qu'on n'est pas concerné, pas avec ce qui s'est passé et ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est pas vrai. On ne peut plus le dire aujourd'hui, qu'on n'est pas Alors merci concerné. beaucoup Sandra. Alors on te retrouve, il y aura évidemment tous tes liens, dans l'article qui accompagne cette interview, hein. Donc ton site s'appelle And Com Formation. La même chose pour Facebook, donc on mettra sur Instagram aussi et sur, LinkedIn, où on te retrouve à Sandra Lebert-Berson. Donc Tout à voilà, fait. on pourra, il y aura tous les liens, sans problème. Alors j'ai 3 petites questions pour Oui, clôturer, cette, interview, si tu veux bien. Donc la première, c'est un livre que tu aimes beaucoup, alors soit parce que tu l'as lu récemment et qui t'a fait battre le cœur, je ne sais pas, ou un livre que tu aimes depuis très, très, très longtemps, que tu souhaiterais partager avec nous? alors j'aurais envie de vous dire que, j'en je j'ai pas réussi à en choisir un, mais par contre c'est la même autrice. Voilà. Heu, le premier qu'elle a écrit, c'est celui-ci. Alors il s'appelle «Parce que pour mourir, il faut être vivant». Mmh. C'est Magali, Dubreuil-Bourget. Je crois qu'elle vient de finir son 8e D'accord. roman en 2 ans. Donc moi j'en ai 3. Heu, j'ai quelques difficultés pour lire parce que je donne beaucoup d'énergie dans mon entreprise, donc des troubles de la concentration font que j'ai beaucoup de mal, donc je vais tout doucement, tout doucement. Mais on s'est rencontrées toutes les 2 déjà 2-3 fois et elle s'était pas rendue compte qu'en fait systématiquement elle aborde des situations, de handicap. Elle s'en était même pas, vraiment rendue compte. Je lui ai fait mettre le doigt sur le lien en fait à un moment donné. Savoir Oui. que cette femme, elle est juste incroyable. Elle est auto-éditrice. Elle se débrouille de tout. Elle fait la France entière. Elle a dépassé les 4 000 exemplaires de ses romans et c'est juste parce que, c'est son parcours, de croire en elle qui fait qu'aujourd'hui elle y arrive et tout ce qu'elle écrit, c'est une bouffée d'oxygène. Mmh mh. Ça fait systématiquement du bien. Donc voilà pourquoi je voulais présenter, donc là moi j'en ai 3 hein, à la maison, Mmh mh. mais là elle vient de sortir le 7e et le 8e est parti parce qu'elle peut avoir une capacité à écrire très, très vite. Donc Très voilà, ça bien. c'est Bah, écoute, vraiment, je vais le mettre, hein, comme ça, ce sera une nouveauté. Merci beaucoup. avec plaisir. Une citation, un proverbe, quelque chose qui t'accompagne, au quotidien? Alors c'est une citation qui est que j'ai mis que j'utilise un peu je sais pas si elle existe vraiment dans de cette façon-là, mais en Mmh tout cas, mh. c'est ce qui, moi, fait que je suis debout tous les jours. Parce que mon 1er objectif, c'est d'être debout tous les jours et même si je parle pas de mes coulisses, j'aurais bien souvent des raisons de ne pas être debout. C'est un pas après l'autre, un jour à la fois et c'est toujours avec constance que tu iras là où tu le souhaites et c'est Très bien. vraiment ce que j'applique tous les jours. Écoute, c'est une très belle, un très beau proverbe ou citation ou je ne sais pas, ou de En ton tout cas cru. à moi. Merci beaucoup de ce partage et enfin la Plaisir. dernière, ma dernière question, est-ce que tu as une habitude, un petit truc qui te permet d'être,
plus efficace et que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, le petit truc, c'est de toujours, garder l'optimisme même dans des phases de doute, parce que ce sont justement ces phases de doute qui vont faire qu'on va se retrouver plus fort. Donc c'est pas, c'est je crois que ça fait vraiment partie de moi tout simplement, de mon moi profond. Même dans des moments où ça a été, extrêmement, extrêmement difficile, hem, bah, toujours aller chercher l'endroit où il va y avoir l'optimisme et des fois on me dit: «Mais tu arrives à en rire?» Bah oui, 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 j'en ris, oui, oui, bien sûr, oui. Donc voilà. Depuis 3 semaines, j'ai une nouvelle compagne. Alors voilà, ça fait partie des je vous présente, voilà, D'accord, OK. ça fait Tu lui as pas donc donné un petit nom quand mais même? bien sûr que si! Ah si! Elle s'appelle Miss Tinguette. Mistinguett, d'accord. Donc voilà, là, ça, c'est l'objet aujourd'hui qui m'est indispensable, Mmh. pas totalement intégré encore, ça fait son chemin, voilà. Très bien. Mais parce que c'est vrai que c'est non, bah, pourvu que je la garde pas trop longtemps et Mmh. peut-être que finalement, on va faire, notre continuité ensemble, mais en tout cas, c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, elle est là et en plus, elle est courageuse parce qu'elle me soutient donc Je te voilà. remercie de ce moment de partage, Sandra, c'était vraiment Merci extrêmement beaucoup. intéressant. Je vous invite tous, hein, ceux qui nous écoutez ou même nous regardez, ben, à vous pencher plus sur les activités de Sandra, Ouais. à solliciter vos équipes RH pour qu'elles puissent être invitées dans vos entreprises pour cette sensibilisation, hein, à mieux connaître le handicap, visible ou invisible, et comment est-ce que ça peut vraiment apporter de la richesse dans nos organisations. Ah, même Et si pas que, parce que dans et la pas vie que. de tous les jours Mmh. aussi, on apprend, Mmh. on a besoin, hein, comme tu l'as dit, on est de plus en plus maintenant aidants, hein, à partir d'un certain âge, généralement, on passe de la partie parent à la partie aidant, et on n'est pas forcément formé non plus, mais ça aide aussi un peu d'avoir des petits coups de pouce, hein, aussi de temps en temps, ça peut nous faire un peu de bien. Donc n'hésitez pas à contacter, Sandra pour, découvrir toute cette richesse. Merci mille fois, Sandra. Encore Merci une beaucoup. fois, tous les liens pour te retrouver, sur les notes de cet épisode, de ce podcast, et puis, bien, chers auditeurs, chers spectateurs, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci, au revoir.